Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pendant quelques temps, là, nous allons parler de boîtiers d'ordinateur. Et nous allons donc commencer par un bon boîtier, histoire de vous montrer un petit peu l'exemple de ce qui fait un bon boîtier. Pas forcément de ce qui fait un bon boîtier vis-à-vis de tout le monde, mais en tout cas de ce que je considère être un bon boîtier. Bon, bien entendu, comme d'habitude, je vais vous parler tout simplement des petits inconvénients qui pourraient y avoir. Malgré tout, je vais pas encenser un produit, je veux dire, cacher ses défauts, ce genre de truc. Vous savez que c'est pas tellement les habitudes de la maison, ici. Donc voici un boîtier qui s'appelle le Zalman Z9. Alors il y en a plusieurs, il y a le Zalman Z9 Plus, qui est le même avec une petite sonde thermique et un variateur pour les ventilateurs en façade, une sorte de petite molette pour monter et baisser la vitesse des ventilateurs, et le Z9 U3 qui est en fait le même que le Z9 Plus, exactement le même, sauf qu'ils ont rajouté l'USB 3 sur deux des ports USB de façade, alors que sur le modèle que j'ai actuellement, eh bien tout bêtement, les 4 USB sont des USB 2. Alors il a fallu que j'ajoute cette petite baie là pour avoir de l'USB 2 de l'USB 3 en façade, ainsi qu'un lecteur de carte. Donc au final c'est pas bien grave. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez le faire. Ça coûtera le même prix que d'acheter le Z9 U3, que d'acheter un Z9 classique. Et ensuite d'acheter une baie avec des USB 3 dessus et compagnie, etc. Ça vous fera d'ailleurs plus d'USB et ça utilisera des ports, des emplacements en façade pour lecteur CD qui sinon seraient complètement inutilisés. Donc bon, ça peut être une bonne idée. Alors la première raison qui me fait dire que ce boîtier est absolument excellent, c'est notamment le prix. Et le prix est absolument génial par rapport à ce que vous aurez dans ce boîtier. Vous avez pratiquement l'un des meilleurs boîtiers que j'ai vu de toute ma vie pour le modèle le plus équipé, 67 €. Et pour le modèle le moins équipé parfois, c'est-à-dire celui que vous avez devant vous là, vous pouvez parfois le trouver pour environ 50 €. Ce qui est rien, c'est presque le prix des pires boîtiers que vous pouvez trouver, et c'est pour l'un des meilleurs. Donc franchement, foncez vers ce boîtier si vous voulez. Il y a aussi le Zalman Z5 et le Z11. Pour information, le Z5, je le trouve un petit peu trop cheap en matière, vous savez, il ressemble vraiment à un boîtier pas cher, celui-là. Et le Z11, lui, c'est la même chose en plus gros en fait. Donc il y aura très certainement plus de place pour faire passer les câbles et compagnie. Enfin bref, c'est un boîtier un petit peu plus, on va dire, pour les gens qui ont vraiment envie de se la péter avec un gros boîtier. Celui-là, il est pas mal dans le sens où il reste notamment relativement compact. C'est-à-dire que c'est pas ces énormes boîtiers gigantesques qu'on sait pas où mettre. Celui-là rentre dans les emplacements des meubles d'ordinateur qui existent depuis bien longtemps, parfaitement bien, il n'y a pas de problème pour le rentrer dedans, notamment mon meuble d'ordinateur, je sais pas quel âge il a maintenant, 6-7 ans, un truc comme ça. Eh bien, ce meuble-là, si on met un gros ordinateur dedans, il ne loge tout simplement pas si on rajoute la petite planche qui se met par-dessus pour mettre normalement un scanner, entre guillemets. Bon, ça montre un petit peu de quand date mon meuble, parce que maintenant, il n'y a plus besoin d'un rangement spécialement dédié à un scanner, à moins que vous ayez vraiment des besoins spécifiques. Mais en gros, le truc, c'est que l'ordinateur ne rentre pas si le meuble est complet, en fait. Ce qui est absolument aberrant. Ce petit boîtier-là, qui est pas si petit que ça, quand même, bon, c'est un boîtier grande taille tout de même, eh bien, il rentre, ça déjà c'est bien. En plus de ça, il est pas trop large non plus, il fait, comme vous le voyez, un peu plus de la largeur d'un boîtier aux largeurs les plus petites. Là, bon, voilà, il y a à peu près 2 cm de chaque côté du lecteur CD, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu de place derrière la carte mère, de l'autre côté, pour faire passer les câbles. Même si, franchement, c'est pas du tout le point fort de ce boîtier. Il faut savoir de toute façon que le cable management, faire en sorte qu'il y ait le moins de câbles possible, etc., qui passent devant le ventilateur, c'est du pur bullshit. Ça ne change rien du tout à la température du processeur. Ça a été testé des milliers de fois par des milliers de personnes, et il faudra peut-être même que j'en fasse moi aussi une vidéo pour qu'on finisse par me prendre au sérieux quand je dis ça, mais le cable management ne sert à rien. La seule chose auquel ça sert, c'est à faire joli. C'est bien, ça peut être bien d'avoir un ordinateur joli, on peut trouver son ordinateur beau. Ça peut être une idée, je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas ça ne sert pas à autre chose. Bien entendu, après il y a le cable management, mais en dessous il y a le cable bon sens, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire en gros, juste pas mettre les fils dans le ventilo en fait, et faire en sorte qu'il n'y ait pas une longueur telle que le fil pourrait se balader dans le ventilateur ou ce genre de truc.
Bon, voilà, faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait avec ces fils. Mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Vous allez voir que dans mon ordinateur, il y a certains points en termes de rangement des fils qui sont à revoir parce que je peux pas faire mieux dans ce boîtier. Faut dire qu'en même temps, j'ai 5 disques durs, 4 disques durs à plateau et un SSD. Donc bon, ça se bouscule un petit peu. Alors tant qu'on est sur la façade, comme vous pouvez le constater, la façade est aérée du haut en bas et chaque cache pour lecteur CD, quand il n'y a pas de lecteur CD, d'ailleurs appréciez l'aspect esthétique de mon ordinateur avec son fameux lecteur graveur DVD blanc sur une façade noire, bon c'est juste que j'ai pas pu faire autrement pour information. Ce graveur est spécial et c'est pour cette raison que je le garde. Ce graveur là peut transformer les CD, les DVD plus en DVD moins, ce qui est très très pratique dans certains cas. Donc c'est pour cette raison que ce graveur reste en place, et pour cette raison seule. C'est parce que j'ai pas trouvé le même avec une façade noire pour un prix relativement convenable, parce qu'il faut quand même se rappeler, enfin faut quand même se dire que ce graveur là est presque un modèle unique hein, en son genre. Il y en a juste celui-là et 2-3 autres modèles que l'on peut flasher avec le firmware de celui-là. Mais en dehors de ça, il n'en existe aucun qui peut faire ce truc. Donc, qu'est-ce que je disais sinon? Oui, bah vous pouvez voir la façade avec ces petits trous pour les trucs qui restent, notamment le truc pour lecteur de disquette, cette partie-là pour un autre lecteur CD. Ce truc-là, pour information, contient à l'arrière une sorte de filtre en mousse pour pouvoir faire en sorte que la poussière ne traverse pas la grille, ce qui est quand même une très bonne idée. Et en plus de ça, vous voyez que c'est une sorte de maille qui retient la poussière en fait, elle retient les petites fibres. Et cette maille est vraiment géniale parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin la plupart du temps d'ouvrir le boîtier pour enlever la poussière. Il suffit juste de faire foup, et hop, vous enlevez toute la poussière qui se trouve coincée dans la maille. Alors qu'avec les autres boîtiers que j'utilise, le problème souvent c'est que eh bien, la poussière traverse, va dans le filtre, et ensuite le filtre est juste bouché par la poussière. Et donc on est obligé en fait d'enlever, de démonter l'ordinateur régulièrement, et ces filtres font juste plus de mal que de bien. Parce que, enfin ça dépend, c'est la poussière que vous avez chez vous, il y a des endroits qui sont encore plus poussiéreux que chez moi, j'imagine qu'il faut ouvrir le truc et enlever la saleté qu'il y a dans le filtre toutes les 2 semaines quoi, pour certaines personnes, c'est juste un truc de malade. Hein. Là en l'occurrence, enfin pour les autres boîtiers, en 1 an le truc il est tellement bouché de poussière, c'est juste pas possible. Donc sur cet ordinateur là par contre aucun problème, je viens juste avant de faire la vidéo de faire un peu de nettoyage et j'étais surpris de voir, mais bon sang, mais il n'y a absolument aucune poussière. Et je me rappelle justement qu'il y avait marqué ça sur les brochures qui venaient avec ce boîtier quand je l'avais acheté il y a plusieurs années, et je viens de m'en rappeler comme ça parce que franchement ça m'était complètement sorti de la tête. Mais visiblement ça a l'air vrai, c'est pas juste du marketing bullshit hein, comme il y en a souvent. Non, cette fois-ci ça a l'air d'être à peu près une vérité, j'ai envie de dire, donc pourquoi pas, autant le signaler. Alors comme sur beaucoup de ces ordinateurs, la façade s'en va toute seule, juste en déclipsant. Ça a dû faire beaucoup de bruit, mais bon, c'était volontaire, je voulais vous le montrer en vidéo. Donc voici le fameux filtre qu'il y a derrière. Alors il est complètement usé, mon filtre il est même troué à cet endroit-là. Bon, tant pis, il sert plus à rien du tout. Et donc je disais, cette espèce de façade donc se débranche complètement. Il y a juste le bouton power sur la façade, le bouton et la LED des disques durs, ainsi que le bouton reset se trouve là. La LED power se trouve directement sur le bouton en fait, sur le deuxième fil qu'il y a ici. Donc pour enlever ces fils, alors ça c'est un truc aussi, c'est un piège quand on achète ce boîtier, et toutes les personnes que je connais qui ont acheté ce boîtier sont tombées dans le panneau, c'est que quand on vient de l'acheter, la façade est clipsée dessus, mais les prises sont pas branchées, donc on se demande pourquoi ça marche pas. En fait, bon bah vous venez de l'acheter, il vous faut enlever la façade et brancher ces petites prises. Alors pour les débrancher, vous avez une petite enfin voilà, juste un petit truc pour retenir le fil, et puis hop, on peut les enlever très facilement. Alors voilà la mousse dont je vous parlais, qui se trouve ici, ainsi que, bon bah voilà, toute cette partie-là, ça a pas tendance à retenir la poussière, c'est assez impressionnant de voir ça. L'air peut passer aussi par les côtés ici, et là par contre, il y a un jour, pour que l'air passe plus facilement, je suppose. Et bon, ça n'a pas tendance non plus à poser de problème en termes de poussière, c'est franchement bien fait, je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, ce boîtier est rempli de bons petits trucs, de bons petits détails. Si c'est volontaire, franchement, ça veut dire que Zalman doit passer beaucoup de temps à designer ses boîtiers, contrairement à pas mal d'autres de constructeurs qui pourtant les vendent beaucoup plus cher.
Donc comme vous pouvez très certainement le voir, c'est très facile de rajouter une baie en façade, on a juste à enlever un cache. D'ailleurs, un truc assez amusant, et bon, j'ai pas remis le cache à cet endroit-là, c'est dommage, je sais pas pourquoi, mais les caches sont vissés en fait, c'est pas juste un bout de métal à la con qu'on coupe et puis hop, on fout à la poubelle. Non, si on n'a plus besoin de l'emplacement, on a juste à revisser un cache à l'endroit, enfin si on a encore le cache, de le revisser à l'endroit où on l'a enlevé tout bêtement. Pour ce qui est de la partie ventilateur, elle peut aussi se dévisser pour pouvoir enlever cette partie-là et changer le ventilateur. Parce que le ventilateur, en fait, sinon on ne pourrait pas le faire, parce qu'il y a la partie pour les disques durs et tout ça qui gêne. Donc en fait, pour enlever le ventilateur, il faut dévisser la partie qui tient le ventilateur, changer le ventilateur, le remettre et revisser cette partie-là, avec ce fameux cache qui se trouve ici. Alors, enfin ce fameux cache, ce fameux filtre, pour l'enlever, c'est pas si facile que ça. Si je me souviens bien, c'est ça la méthode. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai trouvé à cause du fait que j'ai eu un petit peu de mal à le trouver. Le ventilateur qui se trouve là est particulièrement silencieux et a des LED bleues assez discrètes, donc c'est plutôt joli, et en plus de ça, pas trop... vous savez, moi j'ai certains boîtiers, c'est juste le festival son et lumière, le truc, ça fait un bruit de ventilation épouvantable, et en plus de ça, ça fait de la lumière dans tous les sens. Ça franchement, c'est le genre de boîtier kéké que je déteste. Ce boîtier-là, il est d'une sobriété totale, tout en gardant quelques petits, on va dire, petits trucs comme ça sympathiques à regarder de loin. Alors justement, parlons un petit peu de la ventilation. Ce boîtier d'origine est vendu avec un ventilateur devant et un ventilateur derrière, de la même marque que le boîtier lui-même, c'est-à-dire des ventilateurs Zalman, pas forcément les meilleurs qu'ils font, mais bon, force est de constater que celui-là de devant est d'origine, et je sais pas combien d'années il a maintenant, je sais plus depuis quand j'ai acheté ce boîtier, mais ça fait un bon nombre d'années. Le ventilateur à l'arrière a fini par avoir besoin d'un petit peu d'huile. Une fois après avoir mis une goutte d'huile dedans, il fonctionne à nouveau parfaitement bien depuis tout ce temps. Donc pour information, c'est pas le ventilateur qui est là-dedans d'ailleurs, parce que là-dedans j'ai mis un autre ventilateur pour le ventilateur à l'arrière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce que je pensais que le ventilateur, après l'avoir huilé, ne durerait pas longtemps, alors du coup, ce que je me suis amusé à faire, très certainement, c'est de le mettre dans un ordinateur que j'utilise moins. Au final, c'est pas exactement le cas, parce que c'est un ordinateur que j'utilise beaucoup aussi, mais voilà, bon, là j'ai mis juste un ventilateur, lui aussi de chez Zalman, étrangement, qui venait avec un des ventirades sur lequel j'ai mis un push-pull, donc du coup, j'ai enlevé le ventilateur d'origine, et j'ai mis 2 fois le même d'une autre marque. Je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Des Corsair, je crois, juste parce que j'avais ça sous la main. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, alors un truc vachement intéressant avec ce boîtier, mais vraiment, vraiment bien, que je trouve se fait beaucoup trop rarement de nos jours. Au lieu de mettre une espèce de vitre kéké ridicule dont on s'en fout complètement, ils ont mis une vraie aération sur le côté du boîtier. Et par vraie aération, je veux dire réellement une vraie aération, parce que la plupart de ces boîtiers ont un problème, c'est que l'aération passe par cette zone, et quand l'aération passe par cette zone, le problème c'est que vous avez un ventirad, et le ventirad, le truc, c'est que l'air va être poussé à l'intérieur du ventilateur et va sortir par tous les trous du radiateur. S'il n'y a pas le côté du boîtier pour masquer ces fameux trous qu'il y a sur le côté de certains ventirades, eh bien le problème c'est que l'air va sortir par les côtés comme ça. Et c'est complètement con, autant laisser l'air faire tout le circuit et ensuite sortir par le ventilateur de boîtier de derrière. Ça permet de maximiser l'efficacité. Donc le fait qu'il n'y ait pas de trou à cet endroit-là, je ne sais pas si c'est volontaire encore une fois de la part de Zalman, mais si c'est volontaire, chapeau d'avoir pensé à ça, parce que je me rappelle à une époque que j'étais obligé pour gagner 3-4 degrés, c'est pas non plus énorme, mais quand on est un petit peu perfectionniste, c'est quand même un peu intéressant, eh bien il a fallu que je fasse un truc, c'est mettre une plaque de plastique transparent sur cette zone-là, sur un de mes ordinateurs. C'est con, c'est complètement stupide. Et voilà, eux au moins ils ont pensé à ça, donc bien vu. Cette partie-là d'ailleurs est encore mieux parce qu'ils ont pensé à faire en sorte que cette partie-là soit masquée, mais que la partie juste devant le ventilateur de boîtier, qui va se trouver à cet endroit-là si vous avez un ventirad standard, eh bien soit libre, donc il peut aspirer l'air directement par l'extérieur, sans passer par le ventilateur de façade, les disques durs et tout ça, parce que parfois, si on a des ventilateurs un peu rapides, ça peut ne pas fournir, quoi, en fait. Ça peut ne pas pouvoir donner assez d'air, et le problème, c'est que, il va se retrouver à aspirer son propre air chaud, parfois, le ventilateur du ventirad, ce qui est complètement stupide. Et bien, de cette manière-là, hop, ça tire de l'air froid directement là où ça se trouve.
Un autre truc intelligent, c'est d'avoir mis ici un emplacement pour ventilateur. D'ailleurs, là aussi, c'est un emplacement pour ventilateur, hein, soit dit en passant, pour le refroidissement des cartes graphiques. Alors, les ventilateurs de boîtier sur les côtés et sur le dessus, je vous déconseille complètement d'en mettre, parce que vaut mieux laisser l'air faire son chemin d'elle-même, c'est-à-dire en gros laisser à l'air la direction qu'elle a envie de prendre, plutôt que de contrarier le flux de l'air à mettre des ventilateurs partout, et au final, c'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, le Z9+, et peut-être aussi le Z9U3, je me rappelle plus, a un ventilateur donné d'origine à cet endroit-là, et pour information, si vous n'avez pas un SLI, mais vous avez juste une carte graphique, je vous conseille de l'enlever parce qu'il ne sert fichtrement à rien. Avoir un ventilateur à cet endroit-là n'est pas du tout utile dans ce genre de cas. Les seuls ventilateurs de boîtier qui seront systématiquement bénéfiques sont un à l'avant qui apporte de l'air et un à l'arrière qui évacue l'air. C'est les seuls à mettre. Et s'il n'y en a pas, vous en mettez. Mais la plupart du temps, les boîtiers viennent avec et c'est normal parce que c'est quasiment l'obligation, quoi. D'ailleurs, un petit truc à dire aussi avec l'aération ici, je vous ai dit, ça fait partir l'air sur le côté, etc. Mais il y a aussi un deuxième truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça neutralise aussi l'effet du ventilateur arrière s'il y avait une aération juste devant, parce qu'il prendrait la route qui lui impose le moins de résistance en termes de flux d'air, et donc du coup il prendrait l'air directement là pour le faire ressortir derrière, ce qui n'aurait absolument aucun intérêt. Zéro intérêt. Alors que là, bien entendu, il passera par le ventirad et ça fera comme s'il y avait un push-pull, c'est-à-dire en gros un ventilateur de chaque côté du ventirad, même s'il n'y en a qu'un seul de ce côté-là du ventirad, et c'est toujours très bénéfique d'avoir ce genre de truc. Alors je sais que vous risquez de dire que l'intérieur de mon ordinateur est un petit peu bordélique, mais regardez un petit peu les prises du côté des prises Serialata, là, ici, eh bien, vous voyez que je les utilise presque toutes. Donc il y a un petit peu de bordel. D'ailleurs, je me suis amusé juste avant la vidéo de faire en sorte qu'il soit un petit peu moins bordélique, en enlevant ce qui relie le lecteur CD, parce que très franchement, je suis sûr que certains jeunes d'entre vous vont flipper à mort en voyant ce qu'est une nappe IDE. Parce que franchement, c'est un truc que l'on ne voit pas très souvent de nos jours, cette espèce de grande plaque complètement affreuse. Bon, bien entendu, je sais que ceux qui s'intéressent à l'informatique de manière, enfin surtout l'histoire de l'informatique de manière un petit peu assidus savent parfaitement ce qu'est une nappe IDE. Mais bon, c'est vrai que dans un ordinateur comme celui-là, ça peut paraître anachronique et tout ça. Bon, voilà, je l'ai enlevé. Alors vous voyez ici la manière très originale de pouvoir mettre les disques durs que propose ce boîtier, c'est-à-dire il les met sur le côté et non pas, vous voyez, venant de la façade vers l'arrière. Non, là c'est venant de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Vous pouvez les mettre dans les deux sens. Alors moi je les ai mis dans ce sens-là, encore une fois, juste pour pas vous faire flipper parce que, bon, ils sont dans ce sens-là depuis maintenant 1 an, mais autrefois je les branchais par le devant, parce que les brancher par le devant c'est beaucoup plus pratique. Je vous explique pourquoi, parce que vous avez pas besoin d'ouvrir les deux côtés du boîtier pour changer un disque dur. Alors que si vous branchez par l'arrière comme ça, vous devez enlever l'arrière du boîtier, enfin la plaque arrière du boîtier pour débrancher le disque dur, et la plaque avant du boîtier pour coulisser le disque dur en dehors du boîtier. Donc bon, c'est quelque chose d'un petit peu casse-pied à faire, je le confirme. Mais voilà, c'est quelque chose que je me suis maintenant pas forcément habitué à faire, parce que je suis pratiquement sûr qu'un de ces jours j'en irai ras la casquette, et puis hop, je vais les remettre dans l'autre sens. Parce que pour information, de toute façon, on s'en fiche qu'il y ait des câbles qui se barrent dans tous les sens dans ce secteur, il n'y a pas d'air qui pose problème ou je sais pas quoi, enfin bon, on s'en fout. Mais bon, voilà, bon, vous voyez quand même que c'est un petit peu le bordel avec... parce que le truc, et vous allez voir quand on va regarder l'autre côté du boîtier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire passer les câbles derrière, donc on ne peut pas faire ce qu'on peut faire avec certains gros boîtiers, c'est-à-dire faire en sorte de liasser les câbles derrière, comme ça, au lieu que ce soit moche devant, c'est moche derrière. Et personne vous le montre parce qu'ils ont honte de se dire ouais, j'ai fait du cable management, mais en fait c'est aussi bordélique qu'avant, mais c'est juste de l'autre côté de la carte mère. Donc bref, bon, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, les disques durs. Alors ce boîtier est génial pour mettre
plein de disques durs dedans. Vous pouvez remplir les 5 trucs de disques durs. Déjà, ils sont assez espacés pour pas qu'ils surchauffent. Ils sont pas juste à touche-touche. Vous voyez qu'il y en a 3 en dessous qui sont, ils sont mis dans un espace, chacun leur truc. On peut donc en mettre 5 dedans. Et l'air arrive quand même à passer derrière, surtout qu'en plus de ça, vu qu'ils sont dans ce sens-là et pas dans l'autre, le ventilateur de boîtier en façade, il pousse plus d'air à travers, vu que ça fait moins de parcours pour aller de l'un à l'autre côté du disque dur en fait. Et franchement, ça c'est une bonne idée de l'avoir mis dans ce sens-là. C'est vraiment, pendant que j'y pense, ça m'est venu juste en le disant là, ce truc-là. Mais c'est vrai, ça pousse l'air directement sur le disque dur et ça a moins à faire de parcours pour arriver de l'autre côté du disque dur. Bon, c'est bien vu. Les disques durs n'ont jamais chauffé du tout dans ce boîtier, mais alors juste jamais. Et en plus de ça, les disques durs, j'en ai un Samsung, une bonne grosse merde, qui vibre énormément. Et ce disque dur-là, je le mets dans n'importe quel autre boîtier, même des trucs qui coûtent le double, eh bien ça fait vibrer l'ordinateur à mort. On l'entend faire... Non, mais c'était horrible d'entendre ça. Moi, je pensais que c'était une exclusivité des boîtiers no-name, d'avoir des boîtiers qui vibrent comme ça. Et j'ai un boîtier Thermaltake qui coûte 80 € ou un truc comme ça, alors que celui-là m'a coûté à peine 50, neuf à l'époque. Parce que je sais pas, le prix est resté à peu près le même, donc je précise, juste au cas où vous pensez que je l'ai payé plus cher que le prix qui vaut maintenant, ou moins cher, ou peu importe. Eh bien, celui-là, je l'ai payé moins cher, je n'ai aucun problème. L'autre, je mets un disque dur, j'entends tout vibrer dans tous les sens, c'est trop de la grosse bouse. Et celui-là, comme je le disais, je peux en mettre 5. Rien. Les crampons pour ce boîtier en bas sont extrêmement bien foutus. Ils sont épais, ils sont dans une matière qui tient bien. On peut pas bouger le boîtier comme il faut en tirant dessus ou en poussant dessus ou je ne sais pas quoi. Ça bouge à peine. Il faut vraiment pousser fort pour le faire avancer. Et ça absorbe bien les vibrations, etc. Il y en a une assez grosse quantité sur d'assez grandes longueurs. Bref, il a été bien foutu à ce niveau-là, et aussi la manière dont sont mis les disques durs, je vous le montrerai peut-être plus tard, eh bien il y a des espèces de crampons qui se mettent autour des vis des disques durs pour faire en sorte qu'ils soient comme ça amortis dans leur petit rack pour pas que la vibration en gros se transmette à tout le boîtier. Ce qui est aussi le cas dans le Thermaltake, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup étonné de voir que le Thermaltake vibrait dans tous les sens alors qu'il utilise pourtant les mêmes stratagèmes que ce boîtier-là. Je ne comprends juste pas. Donc voilà, donc ce boîtier, pour information, je l'ai utilisé pendant longtemps, je sais plus exactement combien de temps. Il a commencé avec mon Core 2 Quad, puis il est passé sur l'AMD FX, puis il est passé sur la configuration actuelle qui est un Core i5 3570K. Et ah oui, en passant par le Xeon Seeker, j'ai oublié ça aussi, oui, donc il a connu 4 configs ce truc, 4 configurations, et pendant une partie du temps où je l'ai utilisé avec le Xeon Seeker, je l'ai utilisé à la fin du Xeon Seeker sur ce boîtier, mais pendant presque un an, j'ai utilisé le Xeon Seeker en socket 1366, c'est un truc d'occasion que j'ai acheté pour que dalle. Ce processeur-là, enfin cet ordinateur-là, je l'ai gardé pendant un an dans le boîtier Thermaltake dont je vous parle juste avant et que je vous ferai une vidéo entière là-dessus. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai regretté ce putain de boîtier pendant super longtemps. C'est vraiment ce boîtier tellement meilleur, mais tellement meilleur. C'est juste époustouflant. Alors le boîtier est fourni bien entendu avec toute la visserie qu'il faut et patati et patata, ça paraît logique, mais par contre il est fourni aussi avec un petit quelque chose qui n'est pas fourni avec les boîtiers la plupart du temps, c'est un petit rallongeur de câble pour la prise du processeur, c'est-à-dire la prise ATX 8 broches, qui est compatible d'ailleurs aussi avec les 4 broches, on peut séparer etc, donc ça peut aussi faire un adaptateur pour les cartes, pour les boîtiers d'alimentation qui ont une prise ATX 8 broches, qui n'est pas séparable en 4 broches, on peut le brancher dessus
dessus et hop, ça fait un ATX 4 broches si on veut. Enfin bref, il y a une toute petite rallonge, hein, ça permet de gagner 15 cm ou un truc comme ça, ce qui peut être vraiment pratique pour le câble management parce que justement le câble pour le CPU que j'ai fait passer là, je sais pas si on le voit bien, oui, et bien justement j'aurais pu le faire passer par un trou un peu plus haut, même si ça m'aurait servi à rien dans mon cas, un peu plus haut pour pouvoir le brancher dessus. Alors vous voyez que mon ordinateur est fait d'une manière un peu spéciale, vous avez le ventilateur de boîtier ici, et au-dessus vous avez le water cooling. Alors déjà je vous déconseille les water cooling, c'est trop de la merde, ça ne sert absolument à rien, ça coûte plus cher, et ça refroidit moins bien, très souvent d'ailleurs, à ma grande surprise, qu'un ventirad classique, à prix souvent deux fois moins cher. Genre par exemple un Hyper 212 Evo refroidit aussi bien ce processeur que ce Corsair H50 de seconde génération, il me semble. Enfin bref, c'est pourquoi j'utilise du water cooling, c'est tout simplement parce qu'on me les donne. Tout le monde se débarrasse des water cooling. En plus, ah oui, j'ai oublié de dire un autre truc. Les water cooling font plus de bruit que les ventirades normales, parce que, bon, le ventilateur fait peut-être moins de bruit, mais la pompe fait un bruit phénoménal sur ces trucs. Toujours, ça fait plus de bruit que les disques durs, ça fait plus de bruit que les ventilateurs. En tout cas, quand l'ordinateur est au repos, un water cooling augmente le nombre de décibels que fait un ordinateur de manière relativement haute, grande. Je vous déconseille complètement les water cooling. C'est vraiment une idée complètement débile. Et ce boîtier, voilà, un de ses défauts, on commence à atteindre les défauts, c'est qu'il est vraiment pas fait pour un water cooling. J'ai réussi à mettre le mien comme il faut, donc si vous avez un water cooling d'un seul emplacement, comme celui-là, vous pouvez essayer de réussir à le caser, etc. Alors vous pouvez bien entendu le mettre ici, hein, ça, il n'y a rien qui vous empêche de mettre un water cooling à cet endroit-là, mais je vous déconseille complètement, parce que ça c'est un autre inconvénient des water cooling, il va venir passer par-dessus les VRM, ce qui veut dire que certes vous aurez bien refroidi votre processeur, mais les VRM, c'est-à-dire ce qui apporte l'électricité pour que le processeur fonctionne, vont chauffer encore plus qu'avant. Et franchement, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec l'overclocking des processeurs depuis au moins 2012, peut-être même avant, c'est que les VRM d'une carte mère chauffent toujours plus que le processeur. Même quand c'est pas en overclock, hein. Mais je veux dire, en overclock, c'est les VRM du processeur qui vont poser un problème avant que ce soit le processeur lui-même. C'est-à-dire que quand l'overclock devient instable, ou quand l'overclock tout simplement fait baisser la fréquence, genre par exemple, vous montez à telle ou telle fréquence, on va dire au hasard 5 GHz, et en réalité, vous vous rendez compte que vous êtes à 5 GHz, mais vous êtes moins performant qu'à 4,4 par exemple. Et bien ça, c'est parce que vous avez les VRM qui surchauffent. Et donc ils disent, hop, attends un petit peu là, il dit au BIOS, baisse-moi la fréquence de ce processeur, il m'en demande un peu trop. Et vous avez le processeur qui était à 5 GHz, qui passe à 1,4 ou des trucs de genre. C'est franchement minable et ridicule. Je vous déconseille à 100%, à 200% ce genre de water cooling, et c'est pour cette raison que je l'ai mis au-dessus, parce qu'en le mettant au-dessus, ça cache plus les VRM, c'est une meilleure façon de faire. Enfin, moi, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais été convaincu par un seul water cooling, et pourtant j'en suis à mon 4e. Alors, si vous pouvez croire une seule personne qui vous dit que c'est juste du bullshit marketing, c'est moi, parce que je les ai tous eus. J'ai le Corsair H50, le Corsair H50 version 2, le Corsair H80 et un espèce de truc super gros qui refroidit à peine mieux qu'un ventirad à 50 €. Donc bref, en gros, le truc super gros, je sais plus quelle marque il est. Enfin bref, bon, j'ai pas fait gaffe à la marque, c'est quelqu'un qui m'a donné ça. Mais enfin bref, en gros, les water cooling, je n'ai jamais vu l'intérêt. En plus de ça, souvent, ça gêne le refroidissement, comme pas permis, dans tous les sens. Mais bon, si après ça le water cooling vous intéresse encore, ce boîtier n'est pas vraiment adapté parce que on peut le mettre là, mais c'est complètement bidouillé. Il n'est pas du tout dans des emplacements exprès pour ventilateurs. On peut mettre 2 ventilateurs au-dessus, et au départ, j'aurais cru qu'on pouvait mettre du coup un water cooling à cet emplacement-là, mais en réalité pas du tout parce que sinon ça bute contre le dessus des barrettes de RAM ou la prise ATX 12 volts du processeur qui se trouve vers là, vous le voyez pas très bien. Je vais vous modifier un peu l'angle
Voilà, logiquement, vous la voyez, la prise ATX 12 volts qui se trouve par ici, là, vers là. Et voilà, le water cooling, s'il était mis à cet endroit-là, il gênerait cette prise. S'il était mis à cet endroit-là, il gênerait les 2 barrettes de RAM. C'est vraiment pas du tout, ce boîtier n'est pas du tout fait pour. A priori, le Z11 est fait pour, mais alors celui-là, pas vraiment. Alors, pour enlever la partie du haut, parce qu'il faut enlever la partie du haut pour pouvoir visser des ventilateurs dessus, encore une fois, je vous le rappelle, visser des ventilateurs au-dessus n'est pas une bonne idée. Hein. Bah, d'après moi, ça sert à rien, parce que la chaleur monte, ça c'est toujours un truc, l'air chaud monte. Toutes les personnes qui savent comment fonctionne une montgolfière seront d'accord avec moi. Logiquement, si l'air est chaud, il va vers le haut, donc en gros, ça ne sert absolument à rien de mettre des ventilateurs pour précipiter cet air à sortir un peu plus vite. Il y a une ouverture au-dessus qui est bien grande, ça suffira largement. Alors le dessus d'ailleurs est fait dans la même matière que la façade, c'est-à-dire en fait que malgré qu'il n'y ait aucun filtre d'ailleurs à cet endroit-là, et ça m'a surpris, je me rappelais plus de ce détail, malgré qu'il n'y a aucun filtre à cet endroit-là, eh bien aucune poussière était là. Donc bon, c'est bien pratique, alors qu'encore une fois, j'ai d'autres boîtiers, ils étaient remplis de poussière. Donc pour enlever la partie supérieure, il faut d'abord enlever la façade de l'ordinateur, puis ensuite, vous ne les verrez pas, mais il y a des petits crans qui se situent dans cet emplacement-là, il faut y aller un petit peu par en dessous à l'instinct. Alors il y en a 3, il y en a un tout devant, ici, hop, on doit appuyer dessus, mais vers l'intérieur, et non pas vers l'extérieur, c'est assez amusant. Et ensuite, on fait pareil avec le deuxième, hop, et avec le troisième, hein, c'est vers l'intérieur, on le pousse à l'intérieur. Ensuite, il y en a 2 autres vers là, dans cet emplacement. Et cette fois-ci, pour bien être confus, il faut les pousser vers l'extérieur. Et enfin, pour terminer, vous devez pousser la plaque entière, tout le dessus, vers là-bas, quoi, en fin de compte, pour décrocher les 3 autres crans qui sont opposés, en fait, à ceux de devant, et qu'on est obligé, je ne sais pas comment on y accède, en fait, parce que même en enlevant la plaque arrière, j'ai pas réussi à les enlever. Et si vous faites comme je vous ai dit, c'est-à-dire en gros, pousser vers l'arrière, et puis manipuler un peu comme ça, vous finirez par l'enlever sans trop de difficultés, et sans rien casser. La première fois que je l'ai fait, je peux vous dire, j'étais pas sûr de rien avoir cassé, parce que très franchement, ça peut faire partie des défauts de ce boîtier d'ailleurs. Alors si vous regardez bien le dessus du boîtier, vous voyez que nous avons 2 vis ici qui permettent de tenir un petit peu de travers à partir d'emplacements qui sont pas du tout faits pour. Le radiateur, c'est vraiment stupide ce que j'ai fait, mais ça fonctionne. Ça a le mérite de fonctionner. Bon, après, je vous conseille encore une fois pas vraiment ce boîtier pour un water cooling. Alors maintenant, ouvrons l'autre côté du boîtier. Vous allez voir, c'est un petit peu bordélique au niveau des fils, hein. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui n'est pas devant se retrouve coincé derrière n'importe comment en vrac. Alors voilà le résultat, comme vous pouvez le voir, on peut brancher les disques durs de ce côté-là. Personnellement, je vous conseille plutôt de les brancher de l'autre, parce qu'il y a beaucoup plus de place pour brancher les disques durs et fermer le boîtier facilement de l'autre côté que de ce côté-là. De ce côté-là, ça a tendance à demander vraiment des prises ou très spécifiques, ou à écraser les fils comme je l'ai fait pour leur faire des coudes. C'est pas si simple que ça de refermer le boîtier en fait, si on branche les disques durs de ce côté-là. Je parle pas au niveau des nappes Serialata, mais plus au niveau des prises elles-mêmes. Les prises pour le courant en fait, et donc voilà, bon là vous avez aussi la grosse prise pour brancher à la carte mère, qui a été vraiment mise à la va comme je te pousse, comme vous l'avez vu des 2 côtés, hein. Voilà. Nous avons une trappe qui, malheureusement, et ça c'est vraiment un défaut de ce boîtier aussi, que j'avais complètement oublié et qui vient de me revenir, cette trappe est jamais, mais alors jamais en face des attaches pour le ventirad, que ce soit un ventirad ou autre chose, hein, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, avec les cartes mères que j'ai utilisées, ça n'est jamais en face. Vous voyez, là, on pourrait changer enfin, voilà, on pourrait changer sans aucun problème le ventirad complètement, sans enlever la carte mère, à la seule exception que, eh bien, là, c'est pas accessible ici. En gros, il y a la moitié qui n'est pas accessible. C'est n'importe quoi. Ça, par contre, c'est vraiment un petit défaut de rien du tout. Ils l'ont peut-être réussi à le régler, peut-être, ce problème, parce que le Zalman Zen 9 a peut-être évolué depuis le moment où je l'ai acheté. Moi, quand je l'ai acheté, il existait depuis déjà au moins 1 an. Enfin, il me semble, hein, en tout cas, parce que je connais 2 personnes qui l'avaient déjà avant moi, en tout cas, et qui... Si je me souviens bien, en tout cas, l'avait avant. D'ailleurs, ce truc-là ce boîtier m'a été conseillé par Dark Ventura, un ami du coup, et franchement, je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir présenté ce boîtier,
parce que très franchement, je m'attendais jamais à trouver un boîtier d'une telle qualité pour un tel prix, et j'étais parti pour acheter un truc beaucoup plus cher que ça, qui franchement ne valait pas du tout le coup. Après, je veux dire, ce truc, par contre, comme je vous l'ai dit encore une fois, à force de chercher de nouveaux boîtiers, j'ai jamais trouvé mieux. Malgré les petits défauts qu'il peut avoir, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir mettre de water cooling en haut facilement, le fait que ce soit un peu difficile à ouvrir, là-haut aussi, bon, ça pourrait compter comme un défaut, le fait que niveau cable management derrière, c'est un petit peu le foutoir et c'est assez dur de réussir à caser les câbles comme on peut, et en plus de ça, on peut faire rentrer et sortir les câbles sur le côté ici, mais pas par le dessus de la carte mère, ou en tout cas si on peut le faire, c'est pas avec toutes les cartes mères. Mais en dehors de ces quelques petits problèmes, qui sont franchement pas vraiment des problèmes, parce que, encore une fois, le cable management ça sert à rien, les water cooling ça sert à rien, et ouvrir le truc du dessus pour mettre un nouveau ventilateur, c'est pas forcément utile, hein. C'est même encore une fois, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Donc bref, par contre un truc qui sert à quelque chose, ce serait de pouvoir changer le ventirad complètement, quoi, pas juste le dévisser à l'avant, changer la pâte thermique et le remettre par exemple, ça à la limite on peut le faire sans aucun problème, avec la plupart des ventirades, mais voilà, pouvoir enlever la plaque arrière de la plupart des ventirades comme ça aurait été une très bonne idée. Ça, c'est bien l'un des seuls problèmes qu'il y a avec ce boîtier, c'est que, voilà, bon, mais comme je le disais, bon, il aurait juste fallu qu'ils ouvrent un peu plus la fenêtre, et franchement, ça fonctionnerait sans aucun problème, donc il faudrait regarder si, voilà, dans le détail, ils ont pas fait quelques petits ajustements avec le temps, mais sinon, tous les autres points forts, parce que les points faibles qu'il y a avec ce boîtier, ce sont juste des petits points faibles, ou esthétiques, ou voilà des points faibles juste pour les kékés, ou à la limite des points faibles en termes de rangement des câbles, ce genre de truc qui pourrait peut-être servir un petit peu pour les personnes qui ont besoin d'ajouter un truc dans leur ordinateur, etc. Mais ça reste que des problèmes ponctuels. Alors que quand vous devez vous coltiner un boîtier qui vibre à cause d'un disque dur, le problème a un petit peu de mal à s'effacer, j'ai envie de dire. Il est là tous les jours jusqu'à ce que vous soyez habitué, et même si vous vous habituez, a priori, il y a des gens qui vont venir chez vous et qui vont vous dire « Oh là, c'est quoi ce bruit ? Il y a un truc qui est en train d'exploser ou je sais pas quoi ?» Enfin bref, en gros... Voilà, ça c'est le genre de trucs qui, à mon avis, sont beaucoup plus graves que de ne pas d'avoir besoin d'enlever la carte mère pour changer le ventirad, à la limite, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours non plus. Alors vous avez peut-être vu qu'ici, il y a un petit emplacement pour SSD, ou pour disque dur 2,5 pouces, mais je conseille plutôt de mettre un SSD à cet endroit-là, vu qu'il n'y a absolument aucun flux d'air. Un SSD chauffant pas beaucoup, bon, hop, on peut le mettre là sans problème. Alors que, bon, si vous mettez plutôt un disque dur de 5 pouces, bon, ce sera quand même plus aéré que dans la plupart des ordinateurs portables. Donc a priori, vous pouvez aussi le faire. Voilà, ensuite les emplacements pour disque dur classique, les emplacements pour lecteur CD. Bon, vous pouvez voir que c'est du grand classique pour les lecteurs CD, c'est juste vissé, hein, comme bon, il n'y a pas de système de clip un petit peu, vous savez, genre innovatif ou je sais pas quoi, innovant plutôt, qui ne sert absolument à rien. Par contre, pour les disques durs, eh bien, il y a ce fameux système dont je vous ai parlé. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors j'ai oublié un petit détail, cette partie-là en fait, c'est une partie là aussi qui est en 5-25 pouces, c'est-à-dire pour les lecteurs CD et compagnie, et cette partie où il y a la partie façade, c'est-à-dire en gros là où il y a le bouton reset, les ports jack et les ports USB qui sont fournis avec le boîtier, peut aussi s'enlever et faire place à un autre emplacement si vous avez envie d'avoir plus du tout la partie qui vous est donnée avec et de vous en mettre une autre, ce qui existe, hein, justement ce truc là qui se trouve en dessous là, pourrait totalement remplacer tout ce qu'il y a là-dessus, sauf le bouton reset et la LED pour les disques durs, c'est les seuls trucs qu'on perdrait si on enlève ce truc là et qu'on le remplace, mais bon c'est faisable, on peut complètement l'enlever, et peut-être aussi que Zalman fournit à la place de ce truc, la version qu'il y a par exemple dans le Z9U3 pour avoir l'USB 3 sur la version précédente qui n'était pas USB 3 par exemple. Enfin bref, donc au niveau des disques durs, alors vous allez voir c'est très très simple, ils ont juste mis des vis qui sont assez longues qui permettent comme ça d'avoir ces espèces de rondelles qui se clipsent, et ensuite ces rondelles, hop, on les glisse dans la rail et ça vient se clipser ensuite au fond du rack. Et les rails appuient sur le caoutchouc, ce qui fait que ça absorbe les vibrations de manière vachement efficace.
À savoir d'ailleurs qu'on peut rajouter une vis standard, vous savez, une sorte de vis comme ça, là, parce qu'en plus le boîtier vient avec des thumb screws en fait pour un peu tout, c'est-à-dire des vis que l'on peut visser à la main comme ça, là, avec ses doigts, qui en plus sont cruciformes sur le dessus, donc si vous n'arrivez pas à atteindre bien comme il faut, mais que vous arrivez à atteindre avec un tournevis, vous pouvez le serrer le plus fort que vous voulez, par exemple, comme pour la carte mère. Donc il y en a pour absolument tout, hein. Pour les lecteurs CD, il y en a pour la carte mère, il y en a pour tout en fait. Vous avez des thumb screws donnés pour tout le boîtier, de partout, sauf les ventilateurs. C'est bien la seule chose que l'on ne peut pas visser comme ça. Donc bref, c'est vraiment bien vu. Et donc on peut en prendre un, et ensuite fixer complètement le disque dur avec une de ces vis là, en gros. On prend la vis, on fixe ça bien fortement pour pas pouvoir l'enlever directement juste en tirant le taquet et en tirant sur le disque dur. Pour ceux qui se diraient par exemple que le fait que ça bouge légèrement dans le truc leur sont dérangeants par exemple. Moi personnellement ça me dérange pas du tout parce que les vibrations sont amorties, donc il n'y a pas de raison qu'il sautille à l'intérieur de son truc. Mais si vous utilisez le boîtier par exemple, je sais pas, non en fait il n'y a pas d'exemple. Mais bon, si ça vous permet de vous rassurer, vous pouvez visser le disque dur et là il ne bougera plus du tout. Bon bah je pense que je commence à avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur ce boîtier. On peut voir le boîtier vu du dos en fait, vu que justement on ne l'avait pas encore vu sous cet angle-là. Donc vraiment absolument rien à dire à propos de ce boîtier vu de dos, en fait. Vous voyez qu'il manque ce qu'on appelle l'IO Shield ou la backplate, certains l'appellent aussi comme ça, même si c'est plutôt l'IO Shield le vrai nom, c'est-à-dire le truc qui se met entre les prises pour boucher les trous inesthétiques que vous avez ici au-dessus des différents ports arrière de l'ordinateur, parce que cette carte mère, pour information, c'est un spectateur qui me l'a envoyée, elle était en panne, juste les broches en fait qui étaient à détordre, je les ai détordues et elle remarche. C'est justement pour ça que j'ai un ordinateur comme celui-là alors que j'avais le Xeon Seeker, c'est parce que quand j'ai réparé cette carte mère, je me suis dit bah merde, je vais la mettre à contribution maintenant. Et voilà, il n'y avait pas l'IO Shield qui était donné avec, donc ça change rien ça. Mais ça, pour information, c'est pas donné avec le boîtier, ça c'est donné avec la carte mère. Ici vous avez les différents emplacements pour mettre une carte graphique, pour mettre des cartes additionnelles, quelles qu'elles soient, etc. Alors, bien entendu, l'un des seuls trucs qui fait un peu cheap sur ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas des petits quelque chose qu'on peut remettre en fait après les avoir enlevés pour bloquer les différents trous, etc., etc. Vous êtes obligé d'en acheter si vous voulez boucher les trous après les avoir utilisés. Sinon, c'est un petit bout de métal à détordre et à foutre en l'air ensuite. C'est vraiment le seul truc qui fait cheap dans ce boîtier. Et vous savez quoi ? Avant de regarder l'arrière, j'avais complètement oublié ce détail. Mais pour information, ça pose pas de problème que ce soit vide comme ça, à moins que vous ayez des rongeurs chez vous et donc ils passeront par les trous et tout ça que vous laissez ouvert. Bon, pourquoi pas, mais faut vraiment vivre à un endroit où vous avez plus un problème de souris qu'un problème de trou dans votre ordinateur. Il faudrait mettre de la Morora ou des pièges ou peu importe. Et qu'est-ce que je disais sinon à propos de ça ? Oui, bah voilà, et donc vous pouvez mettre, bien entendu... Ah oui, alors ça paraît évident, vu la taille du boîtier, mais c'est un boîtier ATX complet, on peut mettre des cartes mères ATX complètes dedans, c'est-à-dire c'est pas les micro ATX où il y a ça s'arrête là, il n'y a pas tous ces petits ports, etc. qu'il y a en plus, donc on peut mettre qu'une carte graphique a priori dans une micro ATX, ou alors faut vraiment avoir une micro ATX spéciale, vraiment bizarre la micro ATX en question pour pouvoir en mettre deux, parce que ça voudrait dire que il faut mettre la micro ATX dans un boîtier ATX complet, parce que sinon on pourrait pas le faire de toute façon, parce que les cartes graphiques font souvent 2 espaces d'épaisseur de toute façon, ou alors elles seraient complètement collées, mais alors à mort au boîtier d'alimentation, ce genre de truc, bon je sais pas. Enfin bref, ce que je voulais dire sinon à propos de ça, c'est que voilà, on peut mettre les différents trucs sans aucun problème. Là encore, ça se visse avec ces fameuses petites vis qui se vissent à la main, pour chacun de ces trucs que l'on met là. Ce ne sont pas des systèmes à base de clips ou je ne sais pas quoi. Personnellement, j'ai rien contre les systèmes à base de clips, mais je préfère avoir un système à base de vis qui marche bien qu'un système à base de clips qui déconne. Et le système à base de clips qu'il y a à l'intérieur du boîtier pour les disques durs marche très bien, mais s'ils avaient mis des systèmes à base de clips partout et qu'il y en avait 1 sur 2 qui était tout pourri, franchement ça aurait enlevé tout l'intérêt du système de clip qu'il y a pour le disque dur, parce que je me serais dit bah merde, c'est tout pourri en fait. Mais non, là au moins ils ont pris quelque chose, on va dire, qui ne pose pas de problème quoi. C'est du classique, ça marche pour tout le monde, voilà. C'est tout con. Voilà, il n'y a absolument rien de spécial à dire de plus à propos de cet ordinateur, franchement je vois pas du tout ce que je peux dire d'autre.
Bon, ben voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire à propos de ce boîtier supplémentaire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine, en vous rappelant quand même les quelques bons points et mauvais points sur ce boîtier rapidement. Premier bon point, c'est que ce boîtier est relativement compact, que ce boîtier a a une qualité de construction qui est parfois supérieure à certains qu'on vous vend beaucoup plus cher, qu'en plus de ça, bon, ce boîtier est relativement pratique à utiliser, même s'il a quelques petits défauts du côté du cable management. Ce boîtier peut vous permettre de mettre un water cooling de un emplacement ventilateur à l'arrière, mais absolument rien sur le dessus. Malgré tout, même si vous le mettez à l'arrière, le water cooling risque de masquer un petit peu les VRM, ce qui est le cas sur tous les boîtiers que j'ai vus, donc je sais pas s'il y a des boîtiers qui sont capables de pouvoir avoir un water cooling à l'arrière sans que ça masque les VRM. Je suppose que ça n'existe pas, parce que pour l'instant j'en ai vu absolument aucun, mais bon voilà, en tout cas, bon, c'est vraiment pas idéal pour le water cooling, en tout cas pas moins idéal qu'un autre, mais pas plus idéal que d'autres. Franchement, bon voilà, si vous avez compris quelque chose à mon charabia, ça veut dire que... passez-vous du water cooling. Pour le déclipsage de la plaque du dessus, c'est faisable, même si c'est un petit peu casse-pied. Sinon, tout le reste est vraiment excellent en termes de tout, en fait. Franchement, tout le reste, il y a des emplacements pour disque dur, en veux-tu, en voilà, des emplacements pour lecteur CD, pour tout ce que vous voulez, pour des baies en façade, pour tout ce que vous voulez, quoi, qui se trouve en quantité largement suffisante, c'est-à-dire 3 de 5,25 pouces et une de 3,5 pouces d'ailleurs. Et surtout, un des trucs qui est vraiment à dire avec ce boîtier, c'est que en termes de flux d'air, c'est absolument excellent. Ce boîtier-là est vraiment excellent dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de ces boîtiers que si vous le fermez, vous avez un flux d'air qui est plus optimal pour le refroidissement de l'ordinateur que si vous le laissez ouvert, alors que beaucoup de boîtiers, malheureusement, si vous le laissez ouvert, eh bien ce sera mieux refroidi que si vous le fermez. Ça, c'est complètement stupide. Ce boîtier-là n'a pas ce défaut du tout, au contraire, il met tout ça à son avantage, notamment grâce à ce que je vous ai montré sur la plaque latérale, c'est-à-dire le fait que ça cache devant le ventirad, et qu'il y a quand même une ouverture de l'autre côté du ventilateur, ce qui permet de faire en sorte de faire rentrer de l'air frais si ça fournit pas, parce que par exemple il y a trop de trucs qui gênent dans les trucs de disque dur ou de lecteur CD ou peu importe, qui empêchent de tirer l'air par l'avant du boîtier, ça franchement, ou par le haut du boîtier, peu importe, et bien ça franchement c'est bien vu, et en plus de ça, bon voilà, il les fournit avec les ventilateurs qu'il faut, et rien de plus, et franchement ça c'est déjà bien de ne pas... Ah oui, aussi un autre truc à dire, les ventilateurs fournis avec sont de bonne qualité, bon ils sont pas non plus qualité premium, mais surtout ils sont silencieux, alors que beaucoup de boîtiers que j'ai eu, les ventilateurs, même neufs, font un vieux bruit qui racasse, et ça c'est affreux d'acheter un boîtier silencieux qui est fait pour être bien aéré et tout ça, et de devoir changer les 3 ventilateurs qui sont donnés avec, parce que certes il y a 3 ventilateurs donnés avec, mais c'est de la merde. Là, il y en a 2 ou 3 suivant la version que vous achetez, mais au moins ce sont des ventilateurs silencieux. Donc rien que ça, c'est un bon point. Donc bref, enfin quand je dis silencieux, en tout cas, ils sont relativement silencieux. C'est pas comme certains autres où ils sont relativement bruyants, ce qui est complètement l'inverse. Donc bref, eh bien j'ai plus rien à vous dire de plus. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.